question. Le pouvoir des banquiers a-t-il une limite? Peuvent-ils créer autant de crédits qu'ils le veulent? Vont-ils inonder notre marché de crédit et de dette? Pour le savoir, il faut étudier le marché des crédits interbancaires. Nous prenons donc un banquier. Ce banquier a divers clients, dont un boulanger. Il a également un compte à la Banque de France, une ligne de crédit qui lui permet de faire des échanges avec d'autres banques. Nous verrons cela un peu plus tard. Son client, le boulanger donc, a une envie d'investir. Il va vouloir acheter une camionnette car il fait partie d'une petite commune et dans tous les villages qui l'entourent, il n'y a pas d'autres boulangers. Il va donc décider de faire des petites livraisons de pain le matin auprès de ces petits villages. Et pour cela, il doit acheter une camionnette. Pour acheter sa camionnette, il va donc s'adresser à un concessionnaire. Un deuxième individu qui est, comme par hasard, client dans la même banque. Il va donc effectuer un emprunt auprès de la banque pour pouvoir payer le concessionnaire et acheter sa camionnette. Il paye donc le concessionnaire qui met l'argent sur son compte qui est dans la même banque. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème pour le banquier parce que la dette reste interne. Les deux lignes de compte sont dans la même banque, il s'agit donc juste de transférer l'argent d'un compte à un autre au sein de la même banque. Cela devient plus compliqué quand un deuxième banquier entre en scène. Nous allons voir ça tout de suite. Un deuxième banquier fait donc son apparition. Chaque banquier a des clients et chacun a une ligne de compte à la Banque de France. Le premier a une ligne de compte sur la page de gauche, le deuxième une ligne de compte sur la page de droite. Chaque banquier a donc plusieurs clients. Le client C veut faire un achat auprès du client B. Il va donc faire un emprunt au deuxième banquier et payer le client B qui est à la première banque. Pendant ce temps, le client A veut lui aussi faire un achat auprès du client D. Le client D est à la deuxième banque, mais le client A est à la première banque. Il fait donc un emprunt auprès du premier banquier. Cela veut dire que les clients ont chacun un emprunt dans une banque différente et que chacun a payé un client qui est dans la banque concurrente. Il va donc y avoir un échange de monnaie entre ces deux banques. Le premier banquier va devoir payer au deuxième banquier ce que le client A a payé au client D, et le deuxième banquier va devoir payer au premier banquier ce que le client C a payé au client B. Il y aura donc une annulation de la dette si les deux crédits sont égaux. Mettons que chacun a emprunté 10 000 €, cela veut donc dire que les deux dettes valant 10 000 €, le premier banquier doit payer 10 000 € au deuxième et le deuxième doit payer 10 000 € au premier. Les dettes s'annulent donc. Mais voilà qu'un troisième banquier va faire son apparition. Le troisième banquier a un client, le client F, qui va vouloir faire une transaction avec le client E, qui lui est client de la deuxième banque. Le client E veut acheter au client F un produit, n'importe lequel, et il va donc emprunter au deuxième client pour payer le client F qui est à la troisième banque. Cela veut dire que le deuxième banquier va devoir transférer de l'argent dans la troisième banque. Mais la troisième banque, elle, n'a pas de dette envers le deuxième banquier. Cela veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Sur le marché des crédits interbancaires, le processus est donc déséquilibré. Le deuxième banquier va donc devoir payer véritablement sur la ligne de compte du troisième banquier. Pour cela, il va aller s'adresser à la Banque de France et demander à la Banque de France de faire un transfert de crédit entre son compte et celui de la troisième banque. Là où cela devient intéressant, c'est que le deuxième banquier ne pourra pas payer la troisième banque avec de l'argent qu'il a créé. Il n'en a pas le droit. Il doit utiliser ce qu'on appelle de la monnaie centrale. C'est le système de la double monnaie.
Il a donc une réserve à la Banque de France, la Banque centrale, mais sur cette réserve, qui est donc son compte, il ne peut pas créer lui-même l'argent, il doit utiliser de l'argent déjà existant. C'est ce phénomène qui va limiter la propension des banquiers à vouloir faire des emprunts et des prêts à n'importe qui. Parce que pour rembourser les emprunts et s'échanger de l'argent sur le marché interbancaire, ils vont devoir sortir le vrai porte-monnaie, celui avec lequel ils ne peuvent pas créer d'argent. Je propose un petit retour aux bases en fait. Et je vais donc vous proposer quelques réflexions sur l'économie. Alors, il y a déjà quelques temps, participant à un forum internet de discussion qui s'appelle Cinendrift, donc le forum des auteurs indépendants de JDR, on avait donc participé à une discussion, voilà, c'était sur le thème de la gratuité culturelle. On avait d'ailleurs imaginé au cours de cette discussion toute une utopie sociale. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire, c'était de retourner à la base. J'avais écrit, si je le retrouve, voilà, c'est ici. Un petit speech. Donc, dans pratiquement toutes les conversations que j'entends ou auxquelles je participe, j'entends les gens parler indifféremment de capitalisme et de libéralisme, en faisant allègrement la confusion entre les deux. Donc, puisque l'économie sera la pierre d'angle de notre discussion, je vais tenter de redéfinir un peu plus précisément ces deux notions. Donc le capitalisme, c'est une politique économique pragmatique qui est fondée sur le crédit et sur le réinvestissement du capital engagé comme moyen de production, ce qui requiert préalablement que soit établie la propriété privée de ce capital. Ici, le crédit peut être bénéfique s'il est utilisé et réglementé de façon sage et qu'il permet à ceux qui veulent mettre en pratique une bonne idée de pouvoir réaliser leur entreprise. Voilà, ceux qui veulent plus se renseigner sur le capitalisme et ce que c'est, je vous conseille donc de lire Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc vous avez ici une petite image de Max Weber. Voilà. Le libéralisme, par contre, voilà, c'est un courant de pensée qui a été initié par Adam Smith. Donc vous pourrez lire son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». C'est une vision idéaliste de l'économie fondée sur la loi du marché, de l'offre et de la demande et qui prône sa dérégulation afin d'instaurer une concurrence pure et parfaite. Alors voilà, donc il y a beaucoup de libéraux qui ont participé à cette pensée. Un auteur très moderne, c'est Steven Levitt, qui a écrit Freakonomics. Donc Steven Levitt a étudié à Harvard, il a obtenu un doctorat au MIT en 1994. Il ne se passionne pas pour la macroéconomie qu'il juge trop ardue et déconnectée des idées et des intuitions. Donc ça c'est Wikipédia qui dit cela. Et toujours selon Wikipédia, donc, Freakonomics, que l'on pourrait traduire par l'économie saugrenue, est le livre d'économie le plus lu aux États-Unis. Voilà, et il a été publié en France en 2006. Bon, donc merci Wikipédia. Donc il y a d'autres libéraux modernes, en particulier Gary Becker, dont d'ailleurs s'inspire Steven Levitt. Gary Becker notamment a développé une théorie sur le capital humain. Voilà, donc le problème en fait du libéralisme est d'un double ordre. D'abord, un marché dérégulé est incontrôlable, imprévisible et incalculable par définition, puisqu'il ne suit aucune règle.
Alors, en fait, selon les libéraux, ça suit une règle qui est la règle de la main invisible dont parle Adam Smith. Bon, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais toujours est-il que les libéraux donc prétendent que le marché en fait suit une règle, mais qui est une règle invisible. En fait, cela entraîne dans tous les cas une impuissance des économistes à tenter de modéliser l'avenir de notre économie et donc à en éviter les crises. Pour expliquer cela, certains théoriciens libéraux prétendent que l'économie est basée sur des cycles de crise et d'expansion. Donc là, je vais vous montrer les cycles d'innovation imaginés par Schumpeter. Voilà, donc chaque fois qu'il y a de nouvelles inventions, l'économie fait une croissance, part en croissance, et dès que les inventions sont moins nombreuses, enfin dès qu'elles ont été assimilées par le marché, l'économie ralentit. Hein. Donc c'est une économie en dents de scie. Donc par exemple, si on prend le réfrigérateur par exemple, eh bien, quand on a inventé le réfrigérateur, personne n'en avait, donc tous les ménages sont allés acheter des réfrigérateurs, mais une fois que les ménages en ont, ils en achètent plus. Ils les renouvellent peut-être tous les 20 ans, enfin une fois que le réfrigérateur ne marche plus. Mais en tout cas, les ménages donc n'achètent plus de réfrigérateurs, ce qui fait que l'économie ralentit un peu. Alors en fait, moi je suis pas d'accord avec cette théorie parce qu'elle est actuellement contredite par ce qui se passe. Hein, simplement, on voit très bien qu'aujourd'hui on invente des iPads, des tablettes numériques, donc il y a plein d'innovations informatiques, technologiques. Et pourtant, on est quand même dans une crise. Donc la crise n'est pas forcément liée à un cycle technologique. Voilà. En tout cas, cette théorie, c'est le courant qui se nomme lui-même donc néoclassique, dont une des branches est le courant monétariste. Donc le courant monétariste qui est initié par Milton Friedman. Je vais agrandir un petit peu, puis d'ailleurs je vais un petit peu mieux cadrer, voilà. Voilà, donc Milton Friedman qui s'oppose aux théories keynésiennes, celles de John M. Keynes. Certains économistes qui se veulent rattacher au courant libéral prônent cependant l'intervention de l'État, mais uniquement en cas de crise, pour relancer l'économie. Ils suivent donc en cela la doctrine keynésienne exposée dans l'ouvrage « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». C'est une théorie de l'effet multiplicateur, ce qui est un peu compliqué, j'ai pas très bien compris la théorie moi-même, donc je vais pas trop en parler ici, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie, c'est ce qui a inspiré la politique du New Deal aux États-Unis dans les années 30.